Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinérama, consacré comme chaque semaine à l'actualité du cinéma en salle et chez vous sur canapé. Alors au menu cette semaine, deux films français. On commencera par Un beau soleil intérieur, le nouveau film de Claire Denis. Il paraît que c'est une comédie, avec Juliette Binoche et un casting masculin assez impressionnant. On vous en dira plus tout à l'heure. Le deuxième film est un polar qui s'appelle Moni de Ghela Babluani, un polar noir de noir qu'on vous recommandera très chaleureusement. Et on terminera ce nouveau numéro de Cinérama par l'actualité des DVD, avec comme chaque semaine un film récent. Ça sera une comédie d'Éric Judor, Problemos, et un classique, un très classique mais très très bien, qui est La Fête à Henriette de Julien Duvivier. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Samuel. Et on démarre tout de suite avec donc le nouveau film de Claire Denis, Un beau soleil intérieur. On va faire très vite pour présenter le film. C'est la vie sentimentale un tantinet compliquée d'une femme de 45-50 ans, interprétée par Juliette Binoche, et voilà, qui passe d'un homme à l'autre. Elle cherche le grand amour, elle ne le trouve pas, elle en est malheureuse. Et malgré tout, c'est une comédie, paraît-il. On va voir tout de suite un extrait du film avec Nicolas Duvauchel. Moi, j'aime l'avant, j'aime tout ce qui est avant. Du tout. Et là, c'est fait, c'est derrière. Et trop vite. Sans que j'ai eu le temps de me rendre compte, de voir ce qui arrive. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, c'est l'avant. Tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant. Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois. Ah, oui. Bah, la première fois, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc, il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois, ça. Parce que oui, la première fois, c'est fait, on est d'accord. Ça, on n'y revient plus. Il y aurait encore un avant-après. On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je suis solidaire. Bah, je pensais que tu voudrais qu'on se revoie quand même. Tu... Alors, Un beau soleil intérieur était à la base basé sur le livre de Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux. Puis finalement, Claire Denis et sa co-scénariste Christine Angot ont fait complètement autre chose. Mais il reste quand même un petit peu l'idée de fragments dans cette histoire, n'est-ce pas, Guillemette ? Oui, de fragments, de rondes aussi, enfin, c'est-à-dire puisque Isabelle, donc l'héroïne incarnée par Juliette Binoche, donc cherche le grand amour. Elle vient de se séparer d'un homme qu'elle aimait, et donc elle fait des rencontres, enfin, j'allais presque dire qu'elle teste des hommes, mais ce n'est pas du tout une séductrice, c'est juste quelqu'un qui est en quête d'un sentiment vrai et qui va, alors du coup, ça donne la possibilité à Claire Denis et à Christine Angot de faire une espèce de ronde, de panel d'hommes. Alors il y a le banquier un petit peu égoïste qui n'a absolument aucune intention de prendre cette Isabelle autrement que comme une maîtresse. Il y a un jeune acteur, donc forcément compliqué. On a vu là, Nicolas Duvauchel. Voilà, forcément compliqué. Il y a un homme plus frustre, mais très romantique. Il y a comme ça une déclinaison disons, d'archétypes masculins, mais que Claire Denis filme vraiment aussi comme des tentatives, à la fois toujours entre amertume et espoir de la part de son héroïne féminine. Et avec... Alors, j'ai l'impression que tu as tout de suite sous-entendu que ce n'était pas drôle. Alors, bah oui, à vrai dire, j'ai assez peu souri, oui. Oui, moi, ça m'a énormément séduit parce qu'il y a quelque chose d'amer. Christine Angot, en plus, écrit des dialogues souvent assez crus, assez cruels, quelque chose même un peu de la transe. De temps en temps, il y a des phrases qui se répètent et tout, donc il y a quelque chose d'assez poétique. Et en même temps, dans certaines situations et dans certains dialogues, il y a des moments, soudainement, de comédie qui surgissent. Pas souvent, hein. Ah, si, que ce soit dans les réactions de Juliette Binoche par rapport à ces hommes-là, que ce soit dans la muflerie, par exemple, de certains. Et
je l'ai vu, moi, dans un festival. Je ne l'ai pas vu aller au moment du festival de Cannes. Oui, il paraît que l'accueil était triomphal. Était triomphal, mais où on peut estimer que dans la salle, c'était plutôt des cinéphiles, des festivaliers, etc. Moi, je l'ai vu au festival d'Angoulême, où il y avait un vrai public dans la salle, et il y avait plein de dames, de n'importe quel âge, des dames normales, qui éclataient de rire. Donc, je sentais à quel point ce qu'on peut estimer être une comédie d'auteur, pourtant résonnait, même avec les mots de Christine Angot, résonnait dans la vie de ces spectatrices. Je pense que ma part féminine n'est pas assez importante. Peut-être. Alors, tu parlais d'archétypes. Alors moi, c'est un peu ce qui m'a gêné dans les personnages, en particulier les personnages des hommes, parce que effectivement, le personnage du salaud, c'est le banquier. Le personnage de l'immature, forcément, c'est l'acteur. Il y a un personnage joué par Bruno Podalides qui est galeriste d'art contemporain. Forcément, il est méprisant avec le peuple. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quand même une collection de clichés dans ce film qui desservent un petit peu le brio des dialogues, qui par ailleurs, effectivement, sont assez intéressants dans le ressassement du sentiment amoureux et de la répétition. Là, la répétition des plans aussi, parce que c'est très beau la manière dont finalement Claire Denis filme toujours Juliette Binoche dans des draps. Enfin, le lit et le drap blanc devient presque un écran dans l'écran sur lequel elle projette les espoirs et les désillusions de son héroïne. Mais alors les archétypes, en fait, moi je pense pas qu'il faille prendre ça pour une comédie sentimentale réaliste. C'est aussi une espèce de fable qui s'amuse aussi à effeuiller les clichés face à une femme qui tient le coup, qui est une espèce de bon petit soldat très lumineux. C'est peut-être un regard de temps en temps, effectivement, un peu cruel de la femme. Il n'y a que des femmes là-dedans. Hein. Il y a Claire Denis, Christine Angot, la magnifique Agnès Godard, grande chef-op qui filme, donc qui éclaire Juliette Binoche. Oui, c'est peut-être un petit peu mordant de la part d'un quatuor de femmes sur les clichés masculins. Alors, on dit souvent que les clichés sont vrais. Hein, ça veut... C'est au moins une qualité qu'on peut reconnaître au film, c'est l'interprétation de Juliette Binoche, qui est vraiment formidable et qui a rarement été aussi lumineuse. Elle est d'une sensualité, d'une jeunesse, il y a quelque chose d'énergique, de doux. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, le titre lui convient parfaitement. Il y a une lumière intérieure. Tu l'as rencontrée pour Télérama.fr. Oui. Donc, on va voir un petit extrait de cette interview où elle parle avec beaucoup de gentillesse et d'admiration de ses partenaires masculins. C'est-à-dire le casting a été très bien fait. Et Claire a choisi chaque personnage avec une intelligence et une intuition qui m'a surpris vraiment. De jouer par exemple avec Xavier Beauvois. Écoute, j'arrive à l'instant du Brésil et j'avais une envie folle de te niquer. Tu es un sale type. Le fait qu'il soit metteur en scène, je pense que ça a compté aussi parce que c'était un autre regard. Mais d'être attisé, attiré par un acteur comme Nicolas Duvauchel qui a une sensualité, une sexualité évidente et à la fois un mal-être évident aussi, fait que ça m'a fait aller dans d'autres endroits où j'ai l'impression de rajeunir de 15 ans face à lui et puis de replonger dans des... Enfin, je trouve que chaque personnage et personne m'a attiré dans des choses nouvelles en moi. Donc, et ça, c'est vraiment l'intelligence d'un casting fait pas extérieurement, mais intérieurement. Je crois que c'est vraiment le talent de Claire de voir à travers et d'attirer les anges aussi. Alors, l'autre particularité de ce film de Claire Denis, c'est que, pour une fois, il est plutôt bavard. C'est pas très courant chez elle. Tout là, à fait. Ça arrive à être un film sur le corps, mais quand même beaucoup un film sur les mots de l'amour, dans tous les sens. Et alors, là, vraiment, la scène où les dialogues, où cette obsession des mots est la plus marquante et la plus réussie, c'est la dernière scène. Et c'est notamment grâce à un acteur formidable. Est-ce qu'on le dit? Bon, je pense que tout le monde l'a dit à un moment. Est-ce qu'on va se faire gronder? Oui, alors c'est la dernière rencontre que fait donc Isabelle, l'héroïne, c'est Gérard Depardieu dans le rôle d'un gourou. D'un voyant qui fait de la voyance comme dans les pages d'horoscope, c'est-à-dire qu'il dit vraiment tout ce qu'elle veut entendre, il dit tout et son contraire. Et il dit aussi tout ce qu'il aimerait bien entendre finalement, puisqu'il y a de très très jolies phrases inachevées,
avec des inversions de pronoms personnels où on se demande s'il n'est pas en train de lui dire « aime-moi ». Enfin, il y a vraiment des choses très belles. En fait, le film est quand même, se boucle bien. Ça commence avec Xavier Beauvois, Juliette Binoche en parlait là dans l'extrait, qui est vraiment, alors lui, très drôle. C'est là où j'ai ri. Très drôle. Le mufle dans toute sa splendeur. Ah, c'est peut-être ça, voilà. C'est ma part masculine et là, ça m'a fait rire. Donc, ça commence avec un mufle magnifique, c'est Xavier Beauvois, et ça finit avec un voyant inspiré, c'est Gérard Depardieu, quand même. Belle parenthèse amoureuse. Voilà, alors juste, voilà, ce que j'ai pas compris sur la fin, si vous allez voir le film, vous verrez ça, c'est que le générique apparaît sur la scène en question, alors qu'ils sont encore en train de parler. J'avoue que ça casse un peu la magie de cette séquence finale. J'ai pas très bien compris pourquoi. Ah, moi je pense que c'est une coquetterie de la part de Claire Denis, un snobisme, mais un snobisme quand même extrêmement chic. C'est d'accord, c'est Gérard Depardieu. Mais ce n'est pas grave, on va quand même faire défiler le générique dessus. Donc il y a aussi quelque chose d'assez léger. C'est quand même un film assez léger qui traite aussi de tous ces chagrins et de tous ces acteurs avec légèreté, parce que ça ira mieux demain. Bon, tu l'as bien défendu quand même. Donc voilà, on vous laisse juge. Allez voir Un beau soleil intérieur, et en espérant que ça vous plaise autant qu'à Guillemette et que moi j'ai tort. Alors, je crois qu'on va être un peu plus d'accord sur le deuxième film de la semaine. Donc, c'est Monet. C'est le quatrième film même de Ghela Babluani, un réalisateur géorgien qui vit en France depuis une vingtaine d'années. On l'avait découvert il y a 10 ans avec un premier polar vraiment noir de noir, tourné en noir et blanc, plus noir que blanc, qui s'appelait 13 Tsameti, une histoire de jeu criminel particulièrement pervers. Et là, il revient avec un polar peut-être plus classique dans le récit. C'est l'histoire de 3 jeunes précaires du Havre qui sont persuadés qu'ils vont faire le coup du siècle en cambriolant la maison d'un homme politique très influent. Ça démarre très bien pour eux, mais ça va tourner mal et vraiment, vraiment très mal. On voit un extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous branlez? Oh, prépare un braquage. Une valise pleine de flouses. La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai fait un mot tôle. On sert beaucoup de blé. C'est quoi le flou? On rentre dans la baraque. On chope dans le lit le flingue sur la tempe. Il crache le blé. Simple. Viens, on le décroche. Viens m'aider. La valise qu'on nous a remise hier. On aimerait bien la voir, s'il vous plaît. C'est chui. Bouge pas. Bon, il est où ce putain de fric? Si t'es pas là dans 20 minutes, je lui trouve le front et après je m'occupe de toi et de ton enculé de copain. Le mec qu'on a décroché là, c'est un gros flic en col blanc, un mec du gouvernement. Il faut que tu me rendes le pognon d'Alice, je vais la buter. Alors, Monet de Ghela Babluani, en quoi c'est un bon film noir, Guillemette? Alors parce que, un peu à la manière de 13 Zametti, donc il nous avait scotché il y a 10 ans, hein, il met du temps le garçon à nous rescotcher. C'est l'histoire d'un engrenage, vraiment, d'un engrenage fatal avec, comme tu le disais au départ, 3 jeunes losers qui pensent qu'ils vont décrocher, qu'ils vont casser la banque, hein, ils vont décrocher le palmier. Et alors ça se passe pas du tout comme c'était prévu, d'autant qu'ils tombent sur un politicien incroyablement véreux. Mais alors, c'est rien de le dire. Hein. Du véreux de chez véreux, qui d'ailleurs a à son service un tueur à gages, alors qui est incroyablement incarné par Benoît Magimel, dans un second rôle, mais qui sort de chez Tarantino, lui, carrément. Enfin, c'est un fonctionnaire du crime. Un fonctionnaire du crime avec un petit costume beige, limite une petite mallette, et qui tue, mais tout en soufflant, qui tue très violemment. Mais tout en soufflant, parce que vraiment... Il aimerait bien aller se coucher, ça s'éternise un peu. Il aimerait bien aller se coucher. Et donc, j'allais dire que c'est un huis clos, mais en plein air. C'est-à-dire, il y a quand même cette maison-là, ce politicien, qui est un peu le théâtre vraiment du crime et des dérapages dans tous les sens. Et puis, des poursuites nocturnes et tout. C'est vraiment un film noir comme on les aime. C'est-à-dire un peu fauché, mais du coup inventif. Bricolé, avec une exploitation du noir, de la nuit, des fuites, des mouvements de voiture, et puis en fait de la fatalité, quoi. Et oui, le titre, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est franchement l'argent,
ben ça porte pas chance, mais pas du tout. Oui, il y a vraiment l'idée de fatalité, parce que les rebondissements s'enchaînent. C'est ça que le film, effectivement, est assez dense quand même dans tout ce qui s'y passe. Le film est assez court, ça fait 1h30. Il y a vraiment énormément de rebondissements dans l'intrigue. Mais à chaque fois, c'est le côté, dès qu'ils essaient de corriger quelque chose, ils empirent. Ah oui, c'est vraiment le côté absurde. Ah, c'est de pire en pire. Il y a à la fois l'obsession du gain qui fait qu'on en veut plus. Alors, tout se passait bien, et parce qu'on en veut plus, ben, on précipite le cauchemar. Et plus, voilà, cette idée de vouloir arranger les choses, et on ne peut pas arranger les choses. Alors, tu parlais de Benoît Magimel, qu'on voit assez peu, mais qui fait vraiment une prestation très marquante. Une apparition, voilà. Vraiment une apparition. Mais là, il y a aussi le rôle du politicien véreux, donc, qui est Louis-Do de Langsin. Ah, oui. Et comment il est, Louis-Do de Langsin? Ah, mais il est de toute façon, Samuel, tu me demandes comment est Louis-Do de Langsin. Il est épatant parce que Louis-Do de Langsin, pour rappeler, enfin, est-ce utile, mais c'est l'image que tout le monde a gardée en tête, c'est le papa pédophile dans Police. Vous voyez, donc cette manière, enfin cette morgue, là, à la fois cette élégance, cette morgue, et il est absolument odieux, mais en même temps, enfin pour lui c'est normal, il faut se débarrasser de tout gêneur, récupérer l'argent. Il faut dire que lui aussi, le politicien, il a quand même quelques dettes. Casseroles, hein. Oui, il a quelques casseroles, donc là aussi l'engrenage se fait, et il occupe cette maison. Lui, il ne sort jamais de cette espèce presque de maison hantée, là, très triste. Il a un charisme absolument dingue. Et en face de lui, autre acteur charismatique, il y a Vincent Rottier. Voilà. Qui est un des trois jeunes pieds on va dire. Voilà, jeune loup. Il y a une jeune femme aussi qui est épatante, d'une beauté absolue. Et toutes ces... En fait, vraiment, c'est aussi un film charismatique dans ce sens-là. C'est-à-dire que le casting est très bien fait. Ce sont des charismes très différents, dans des manières de jouer très différentes, plus sauvages, plus tenus et tout, qui s'affrontent. Enfin, c'est vrai, les grands films noirs, c'est des films d'acteurs aussi. Alors, le film est vraiment très bien. Il faut juste... parce que moi, c'est une critique que j'ai entendue et que je peux partager sur le fait que le point de départ est peut-être pas très, très crédible. C'est-à-dire le personnage de Louis-Do de Langsin est donc plus ou moins, c'est pas Gérard Collomb, mais on va dire son numéro 2. Disons qu'un sous-ministre de l'Intérieur qui n'a aucun garde du corps et dont la maison n'est pas protégée, bon, on va dire que c'est un peu le point de départ. Mais qui a dit que les films noirs étaient forcément crédibles? On va dire ça comme ça. Je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense le réalisateur, mais on est plus dans du Melville que dans du Jacques Audiard, par exemple. On est dans quelque chose aussi d'assez fantasmé sur le film noir. Et il y a surtout, Samuel, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à la fin, un plan de cinéma, disons un plan très mortuaire. Tout à fait. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. C'est un plan, rien que pour ce plan-là, il faut aller voir ce film, parce qu'alors là, inventivité absolue. Oui, qui compense encore une fois sans doute les moyens relativement faibles du film. Et donc je disais que le film n'était pas forcément toujours très crédible dans son intrigue, mais par contre il y a un vrai contexte social qui est là. Donc ça se passe au Havre, et le film joue bien, y compris en termes de décor, sur l'opposition entre ville basse, ville haute, le quartier des pieds nickelés, on va dire, et le quartier des riches. Oui, les quais aussi, du port. Enfin, enfin, Louis-Do de Langsin lui-même, à une époque, je ne sais plus, dans un festival aussi, avait présenté le film comme un film fauché de luxe. Ouais, c'est une belle définition. C'est un film fauché, un polar fauché de luxe. Très bien. Donc, on vous recommande d'aller voir ce polar fauché de luxe. Alors pour l'actualité des DVD, on va changer complètement d'univers. Là, on peut dire qu'on rigole bien devant Problemos. Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement Problemos? Oh là là, Problemos, alors d'Éric Judor. Donc, c'est l'histoire d'Éric Judor, de sa compagne et de leur fille, une adolescente qui, évidemment, ne peut pas se séparer de sa tablette, qui se retrouver un vague pote à eux dans un camp de vraiment ardent écolo. Ah, c'est plus que ça, même. Oui, on est dans le refus absolu de... C'est des croissants plus, quoi. Voilà, et donc dans une espèce de plaine avec des forêts, etc. Donc évidemment, aucune technologie, même les enfants n'ont pas de prénom. Oui, parce que ça leur collerait une étiquette. Parce que ça leur collerait une étiquette. C'est à la limite de savoir d'ailleurs si les enfants sont des filles ou des garçons, parce que ça aussi, ils n'ont qu'à choisir eux-mêmes. Donc une communauté comme ça extrêmement nature, et évidemment enfin c'est pas vraiment d'ailleurs l'arrivée de ces citadins dans cette communauté, mais à un moment, eh bien ils se retrouvent seuls au monde.
Oui, il y a une pandémie mystérieuse et Il y a comme une eux, pandémie. évidemment, ils sont reliés à rien, ils sont préservés de la pandémie. Ils sont préservés, donc ils se retrouvent le seul microcosme social, et ben comme par hasard, même dans les sociétés les moins liées au progrès et qui refusent le plus l'économie et le capitalisme, et ben certaines différences vont être mises à jour. Ah, le film est vraiment très très drôle, notamment dans la première partie. Je trouve à partir du moment où il y a cette idée de pandémie, c'est un petit peu moins drôle. Enfin, la satire marche moins. Mais vraiment, le début est formidable, d'humour, avec c'est Blanche Gardin, qui est co-scénariste du film, qui joue le rôle de la féministe passionnariat déchaînée. Déchaînée. Je conseille les cours collectifs sur les règles, les serviettes hygiéniques. C'est vraiment, mais ça c'est d'une drôlerie. Alors, il y a des fois, c'est un petit peu, un petit peu cru et tout. Mais vraiment, c'est d'une grande drôlerie. Et puis, ça oppose quand même, finalement, à la fois le tout capitaliste et le tout bio un peu exagéré. Tout le monde se renvoie la balle, c'est assez drôle. Mais alors, ce qui est assez original pour une comédie française, c'est que la satire est assez féroce, mais c'est pas méprisant. C'est-à-dire que je trouve, quels que soient les personnages d'ailleurs, aussi bien le personnage que joue Judor, qui est pas extrêmement sympathique, c'est le bourgeois parisien donneur de leçons. Mais lui arrive à le rendre sympathique, parce qu'il est lié à son physique. Mais je trouve même le regard sur ces écolos fous furieux et quand même reste empreint d'une certaine bienveillance, et c'est suffisamment rare dans le cinéma français pour le saluer, quoi. Oui, c'est vraiment tendre. Effectivement, tu as raison. C'est à la fois de temps en temps vraiment acide et en même temps très tendre. Et puis le casting, ça fait du bien aussi dans une comédie française. Alors il faut le dire, il faut être honnête, ça n'a pas bien marché en salle. Non, malheureusement, parce qu'en plus c'est pas le même type d'humour que d'habitude de Éric Judor. Là, on est moins dans l'humour absurde qu'il sait faire. C'est un humour peut-être un petit peu plus classique, mais moi je trouve. Oui, et ça n'a pas bien marché, donc vraiment je trouve aussi que c'est à rattraper. Et surtout pour une fois, alors évidemment il y a Blanche Gardin, mais d'avoir un casting différent. C'est un film où il y a des nouvelles têtes. Ça fait un bien fou. Il n'y a pas, pour une fois, les têtes classiques qu'on retrouve dans toutes les comédies françaises. Donc, c'est franchement pour ça aussi très rafraîchissant. Donc, le DVD est disponible chez Studio Canal. Alors, autre DVD de la semaine, un DVD classique, c'est également une comédie, mais vraiment délicieuse, celle-là, moins satirique. C'est La Fête à Henriette de Julien Duvivier. Alors, c'est un film presque expérimental dans son dispositif. Complètement neuf pour l'époque, c'est fou. Ça commence, et ce sera d'ailleurs le cas pendant tout le film, comme ça, par aller-retour. Ce sont deux scénaristes qui viennent de se faire refuser un film, peut-être par le CNC de l'époque, enfin en tout cas, ils viennent de se faire refuser un film, et ils disent « Oh là là, on va en écrire un nouveau ». Et donc, le film commence sur ces deux scénaristes qui se renvoient la balle. On va raconter l'histoire d'une fille dans Paris. Bah d'accord, alors elle a rendez-vous avec... D'accord, ce sera le 14 juillet. D'accord, c'est la fête à Henriette. D'accord. Et au fur et à mesure où eux construisent leur film tout en se disputant, parce qu'ils sont évidemment... Il y en a un qui est plutôt dans le registre de la comédie et l'autre plutôt dans le registre du polar tragique, quoi. Oui, et puis Anard. Il y en a un qui est un peu plus académique et l'autre, Anard, il veut tout le temps dire mort aux vaches, enfin bon. Et au fur et à mesure où ils construisent leur film, nous voyons, nous, à l'écran, ce qu'ils sont en train de construire. Donc, il y a des fois, Henriette, elle retrouve son fiancé. Il y a des fois, du coup, non. C'est un petit côté smoking, no smoking, bien avant l'heure. Et puis, quand même, au fur et à mesure où ils composent leur scénario, ça fait une comédie romantique et légèrement policière. Oui, c'est ça, suivant les scènes. Suivant les scènes. Parce que Michel Auclair, du coup, joue, lui, un gangster, mais qui serait prêt à se repentir pour la jolie Henriette. Qui est mais délicieux et avec aussi des prises de risque dans la mise en scène. Il y a des plans. Oui, ça s'arrête. Il joue vraiment, on arrête la scène, paf, arrêt sur image, on repart. Ah oui, et puis il y a des plans de poursuite, par exemple, dans des grands monuments parisiens ou dans des avenues où c'est filmé de biais, c'est filmé par au-dessus. Dans les espaces complètement dilatés, il y a des moments où on se dirait merde, mais c'est Orson Welles. Enfin, il y a vraiment des trucs, mais incroyables. Donc ça rappelle quand même Julien Duvivier. Tous les risques. Encore trop méconnu, encore trop sous-estimé. C'était quand même un très très grand cinéaste. Dire que certains ont dit que c'était le cinéma de papa, alors là, la fête Henriette, il a fait des films beaucoup moins bons que celui-là, mais celui-là, il est vraiment très bon. Et alors, d'autant plus que ça date de 52 quand même, sur le côté audacieux du dispositif narratif, et que c'est un film qui a quand même une belle descendance. Les Américains en ont fait un remake avec Audrey Hepburn et William Holden, c'est De tête folle. Oui. Et Woody Allen lui-même a fait un film, c'est pas un remake direct, mais enfin ça y ressemble quand même beaucoup, c'est Mélinda et Mélinda, où sont deux dramaturges
qui parle du même personnage et qui, dans un cas, il lui arrive des choses super agréables et dans les autres cas, c'est la catastrophe. Oui. Et pour juste un petit détail d'humour du film, Julien Duvivier, qui avait réalisé, tu parlais de son côté un peu académique, il avait réalisé Don Camillo. Eh bien, au début du film, les deux scénaristes cherchent une idée et l'un des deux scénaristes lit le journal pour essayer de trouver une idée pour le film et il dit « Dans un village, un curé et le maire communiste d'un village n'arrêtent pas de se disputer. Si ça, c'est une idée de scénario. » Et Julien Duvivier a fait Don Camillo. Donc en plus, autodérision, monsieur. Oui, pour quelqu'un qui était censé pas avoir d'humour, finalement, ça marchait. Donc non, c'est une merveille. Il faut vraiment que les gens découvrent ça. Et donc c'est à voir ou revoir dans une très belle édition. Vous avez à la fois le DVD et le Blu-ray. C'est formidable. C'est chez Pathé. Voilà, merci Guillemette. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine alors avec un des films les plus attendus de l'année. C'est Blade Runner 2049, le remake, suite, c'est pas trop. On va le voir, on va le découvrir. Ça dépend qui est répliquant. Voilà. Donc le remake de Blade Runner, le film ultra culte de Ridley Scott. Et le deuxième film dont on parlera, c'est Happy End de Michael Haneke, qui était présenté à Cannes. Michael Haneke visait une 3e Palme d'Or, il ne l'a pas eu, et on vous dira si c'était mérité ou pas. Voilà, à la semaine prochaine, et d'ici là, bonne semaine et bon film. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.